Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info pour ce dernier journal de la semaine. En ce dimanche 2 novembre, nous irons aux côtés de nos amis à quatre pattes sous le chapiteau de Fontvieille où la deuxième édition du Roquetton s'est tenue. Comme l'année dernière, la princesse Charlène a pris part à cette marche destinée à lutter contre l'abandon et la maltraitance animale. Nous évoquerons le thème de l'inclusion avec le conseiller technique délégué au handicap. Lionel Galfré sera notre invité pour faire le point sur le plan national Handipact alors qu'une application destinée à faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite vient d'être lancée. 400 000 €, c'est la somme collectée à ce jour grâce aux différents galas de Vivanova. Le dernier en date avait lieu hier au Fairmont au profit notamment de Fightheads Monaco. La princesse Stéphanie était présente ainsi que sa fille Pauline Ducruet. Et puis le mauvais temps ne les aura pas freinés, 500 coureurs de tous âges ont participé ce matin au cross du Larvoto. Nous avons suivi leur pas. Mais avant de développer ces titres, nous souhaitions vous partager ces quelques images qui nous viennent du Caire. Le prince Albert II a assisté hier à l'inauguration officielle du grand musée égyptien. Après 20 ans de travaux pharaoniques, le plus grand musée archéologique du monde est sorti de terre, abritant 100 000 vestiges, dont les trésors inédits de Toutankhamon. Accueilli par le président égyptien et son épouse, le souverain a pris part à cette cérémonie à la fois historique et grandiose qui a réuni plus de 80 rois, princes, chefs d'État et de gouvernement et dirigeants internationaux. L'année dernière, en 2024, 117 000 chiens et chats ont été abandonnés en France. Alors, pour lutter contre l'abandon et la maltraitance animale, une grande marche solidaire est organisée à Monaco, sous le chapiteau de Fontvieille. La deuxième édition du Roquetton avait lieu aujourd'hui, au profit entre autres de la SPA Monaco. La princesse Charlène, présidente de l'association, a montré l'exemple. Elle n'est pas venue seule. Le récit de Théo Schumer sur les images de Marie-Ève Bay. 400 personnes ont participé à cette deuxième édition de la course contre l'abandon. Face au succès de l'année précédente, l'association Roquetton a souhaité réitérer l'expérience avec toujours les mêmes valeurs, sensibiliser pour lutter contre la maltraitance animale et l'abandon. C'est une édition magnifique. Nous avons à nouveau la princesse avec nous, son Altesse, et nous en sommes très très heureux. Nous avons les chiens, la joie, les couleurs, la beauté, le ciel, puisque ce matin il faisait un peu pas très beau et que maintenant nous avons le beau temps. Donc une journée exceptionnelle avec des chiens qui sont là, des chiens à l'adoption aussi, donc il faut y penser. Et puis bien sûr plein d'activités. Conférences, tombola, jeux d'agilité, la fameuse course et même un défilé de mode pour les chiens et des mannequins qui mettent aux enchères leur tenue au profit de l'association. Une activité suivie de près par son Altesse Sérénissime la princesse Charlène, accompagnée de son petit chihuahua. La journée a également été marquée par la présence de Lee Ji-han, grande amoureuse des animaux, venue spécialement de Corée du Sud où elle a permis de sauver pas moins de 2 millions d'animaux. Nous œuvrons pour mettre fin à la cruauté et à la maltraitance infligée aux animaux dans de nombreux secteurs, notamment ceux de l'industrie agroalimentaire, du divertissement, de la recherche expérimentale et plus particulièrement dans le commerce de la viande de chien, qui est l'un de nos principaux combats. Et après 6 années de campagne intensive, nous avons réussi à faire adopter en janvier dernier la loi spéciale interdisant la viande de chien. Nous continuons aujourd'hui à suivre de près sa mise en œuvre. Je suis très honorée de rencontrer la princesse Charlène, de partager notre expérience sur le terrain, d'expliquer comment nous avons fait adopter la loi et comment chacun peut agir en faveur des animaux. Grâce à cet événement, l'association Roquetton pourra aider de nombreuses associations et encourager à l'adoption. Les dons sont reversés justement à des associations qui ont des difficultés ou des refuges qui ont des difficultés à chaque année. Et donc cette année encore la SPA de Monaco qui n'est pas en difficulté mais qui en a quand même besoin parce qu'elle fait beaucoup d'actions. On a par exemple ramené des chats des incendies de Marseille dernièrement. On a un brin de chance avec Sandrine qui est limitrophe. Et nous avons aussi nos amis pour la vie qui est à Marrakech, au Maroc. Donc on essaye là aussi d'apporter une contribution qui soit quand même efficace pour aller plus loin, pour permettre à ces associations de continuer leur action. L'année dernière, l'association avait réussi à collecter 10 000 €. Nul doute que cette édition 2025 aura également de bons résultats.
Le gouvernement continue d'agir pour l'inclusion des personnes handicapées en principauté. Une nouvelle application a été lancée il y a quelques jours pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite. Le conseiller technique délégué au handicap nous avait accordé une interview à cette occasion. Entretien. Bonsoir Lionel Galfré. Bonsoir. L'application StreetNav a été lancée officiellement hier en principauté. Elle permet aux personnes à mobilité réduite de se voir proposer un itinéraire sans obstacle ou adapté à leurs besoins. C'est une avancée attendue et qui est susceptible de changer le quotidien de nombreux usagers. Oui, c'est une avancée qu'on attendait. On a commencé à travailler sur ce projet il y a un peu plus d'un an. Ce qu'on voulait, c'est une réalisation concrète qui soit utile dans le quotidien des gens qui sont à mobilité réduite. Et c'est l'aboutissement aujourd'hui et ce lancement d'un travail qui a mobilisé beaucoup de services, des services de l'administration, mais aussi des associations et bien sûr la société StreetNav. Et elle a été imaginée aussi avec les futurs usagers ? Bien sûr, au cœur de notre politique, comme nous l'avions annoncé quand on l'a lancé, au cœur de la politique que mène le gouvernement concernant le handicap, les usagers sont présents. Ce qu'on veut, c'est améliorer l'accessibilité de la principauté et travailler à construire une société inclusive avec au cœur de nos préoccupations les personnes concernées. Et dans ce cas précis, on a travaillé avec l'association monégasque des handicapés moteurs qui nous a aidés à faire remonter les informations pour rendre un produit qui corresponde le mieux possible à la fois au territoire et aux besoins des usagers. Parce qu'aujourd'hui, malgré les efforts faits, il est encore difficile de se déplacer et d'être autonome en ville. Quelles sont les principales difficultés? Vous pouvez en témoigner? Oui, je peux en témoigner. Les principales difficultés tiennent déjà à la nature de notre territoire. Monaco est un territoire très dense. Monaco est un territoire souvent en pente. La déclivité est importante et forte. Et Monaco est un territoire en perpétuelle évolution. Et donc on a un territoire vraiment difficile qui, malgré les aménagements des différents services de l'État, reste complexe, surtout pour les gens qui ne connaissent pas le territoire, avec des liaisons mécaniques. Donc il est important de pouvoir renseigner les gens sur l'itinéraire qui va leur permettre de se déplacer en tenant compte de leurs difficultés. Donc voilà, on va proposer plutôt un itinéraire avec ascenseur. Comment elle fonctionne en fait cette application? Par exemple, si vous voulez, vous dites je suis dans le quartier de Fontvieille, je veux aller au casino par exemple, l'application va vous proposer un itinéraire qui va évidemment éviter les escaliers, éviter les pentes trop raides, éviter les endroits qui sont momentanément encombrés par des travaux par exemple, et va privilégier des itinéraires accessibles plats ou avec des liaisons mécaniques, des ascenseurs, pour finalement essayer d'horizontaliser un territoire ou un trajet qui peut être vertical. Et donc cette application, elle est née dans le cadre de la politique Handipact, visant à favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Alors ce qui a déjà été fait, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites sur la sensibilisation et sur l'explication. Aujourd'hui, pourquoi dans la société il est difficile de penser l'inclusion et pourquoi l'inclusion n'est pas une réalité? Parce que le handicap n'est tout simplement pas présent dans les esprits. Et on a beaucoup travaillé sur la communication, sur expliquer ce qu'est le handicap. Et on continue, et ça va continuer encore pendant des années, pour que le handicap soit pris en compte. Ensuite, il y a des actions concrètes, comme la carte de priorité pour les personnes handicapées qui a été revue, comme des formations qui sont disponibles aujourd'hui pour l'ensemble des fonctionnaires, des agents de l'État, l'application StreetNav qui est lancée aujourd'hui, des évolutions sur la billetterie de l'AS Monaco par exemple, qui n'étaient pas
adaptés aux personnes à mobilité réduite qui souhaiteraient voir des matchs de l'AS Monaco par exemple, des guides qui ont été faits sur l'accessibilité pour mettre les commerces en accessibilité et des actions qui vont venir auprès des commerçants dans les jours qui viennent, des campagnes d'accessibilité et aussi d'autres actions qui vont venir dans les toutes prochaines semaines que je ne dévoile pas encore mais qui vont voir le jour dans les prochaines semaines d'ici la fin d'année. On suivra de près. Merci beaucoup Lionel Gaffré d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le nom de l'application StreetNav. Merci beaucoup. Le glamour monégasque s'est une nouvelle fois mis au service d'une belle cause. Hier soir au Fairmont, le club Vivanova a réuni de nombreuses personnalités pour un gala de charité en faveur d'Écoute Cancer Réconfort et de Fight AIDS Monaco. La princesse Stéphanie y a participé ainsi que sa fille Pauline Ducruet qui a présenté un défilé exclusif de sa marque de vêtements. Théo Schumer et Arnaud Imbert ont recueilli les impressions du fondateur du club. We raise money for those people that are suffering from cancer and HIV so that they can have a better life, which is what Princess Stephanie is trying to do with her causes. We bring together an international group of attendees from all over the world, from America, from Asia, from different parts of Europe. We celebrate with a dinner with fine wines. It's a 5-course dinner. We have a fashion show with Alta Designs. So Pauline Ducruet, the daughter of Princess Stephanie, has a fabulous fashion brand. And tonight is quite exceptional because all of the models are affected by both of the issues that we are raising money for. So they are directly involved with the associations, and it's a very moving moment because these people, I think that they look beautiful, they feel beautiful, they come and do an incredible fashion show. It's quite emotional. We like everybody to enjoy themselves, and then there's some dancing with a DJ, people are mingling, and I think that the most important thing is that tonight it's win-win for everybody. So, people come here and they leave feeling amazing, amazing. En foot, Monaco s'est fait surprendre à domicile par le Paris FC hier soir au Stade Louis II à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1. Le PFC, promu cette saison dans l'élite, s'est imposé 1-0 grâce à Moses Simon en seconde mi-temps. C'est donc la première défaite pour le nouveau coach Sébastien Pocognoli à la tête de l'AS Monaco FC depuis 3 semaines. Frédéric Elion et Arnaud Imbert étaient en zone mixte pour les réactions d'après-match. Qu'est-ce qui a manqué? Je pense le dernier passe, ou bien par exemple le premier mi-temps, on n'a pas tiré. Peut-être on est vraiment gentil. Je pense aussi on peut juste tirer après ouvrir, mais ouais, je pense juste le dernier passe là. Je pense qu'on n'a pas mérité de perdre ce match-là, mais ouais, ça c'est le foot. Hein. Maintenant, bien sûr, ça fait du bien après des défaites. Mais bien sûr, aujourd'hui on est content, on peut célébrer aussi. Mais c'est pas fini, on a encore un match avant la trêve et à la maison. Et si on veut faire un pas, on doit faire les mêmes choses qu'on a fait aujourd'hui contre Rennes. C'est pas parce qu'on a gagné aujourd'hui, on peut lâcher contre Rennes, il faut continuer. Parce qu'on sait de quoi on est capable. On a vu contre Lyon les dernières 30 minutes, de revenir d'un 3-0 et faire un match nul, c'est très fort, mais on a fait beaucoup de choses pas bien contre Lyon. Et on a vu de quoi on est capable aujourd'hui si on est concentré dès le début jusqu'au bout. Il faut rentrer comme ça dans le match contre Rennes pour laisser les 3 points chez nous. Et la prochaine rencontre pour les Rouges et Blancs est prévue mardi face à Bodo Glimt en Norvège. Vous les avez sans doute croisés si vous étiez dans le quartier de Fontvieille. Juste avant le match, les Ultras Monaco ont organisé sur la digue une collecte de vêtements destinés aux personnes dans le besoin. Ils seront distribués par l'association Semeurs d'Espoir. Je vous propose d'écouter l'un des membres du groupe au micro de Théo Schumer et Arnaud Imbert.
On a voulu apporter notre soutien aux personnes qui en ont le plus besoin avec le froid qui arrive. C'est pas toujours facile pour tout le monde. On avait commencé sur un premier match de championnat il y a 2 semaines et là c'est le deuxième match et en gros on fait notre avant-match habituel sur la digue de Fontvieille. Les gens peuvent venir apporter des habits, surtout des habits chauds de préférence et ensuite on les garde dans un garage qui est à notre groupe. On les récolte et ensuite on fera le transfert à Semeurs d'Espoir. Il y a les jeunes du centre de formation de l'ASM qui ont donné. Il y a de plusieurs associations qui ont donné des sweats, des écharpes, des doudounes, des blousons, des baskets, des chaussures pour femmes aussi, des t-shirts aussi également. C'est assez varié, donc on est plutôt content. Ce matin, malgré les quelques gouttes de pluie, le cross du Larvoto a bien eu lieu. Pour sa 48e édition, plus de 500 coureurs, enfants, amateurs ou licenciés, se sont élancés sur le parcours. Le principal est de 6400 mètres. Juliette Rappert et Arnaud Humbert. Faites attention, ça glisse, les gars. C'est sous un ciel gris que les coureurs se tiennent prêts pour le départ de cette 48e édition du Cross du Larvoto. Organisé par l'AS Monaco Athlétisme, l'événement a rassemblé plus de 500 participants, toutes générations confondues. Ce que nous voulons surtout, c'est comme tous les ans, avoir la possibilité de faire courir tout le monde, 7 à 77 ans. Il y a 7 courses qui évoluent entre les juniors, les cadets, les benjamins et également les scolaires en fin de matinée. Et voilà, c'est parti pour cette 48e édition du Cross. Un parcours emblématique, avec des passages sur le front de mer et même un tronçon dans le sable. Un tracé exigeant, mais toujours apprécié. Je me suis un petit peu entraînée, mais j'avoue que c'était la première fois que je faisais quelque chose comme ça. Surtout de courir sans s'arrêter, c'était un peu compliqué. Mais franchement, je suis fière de moi parce que je savais pas que je pouvais le faire, donc au moins je l'ai fait. C'est notre premier cross du Larvoto parce qu'on a créé le groupe en avril. Donc l'athlétisme sont venus nous parler et on a communiqué ensemble et durant nos runs du mercredi et dimanche, on a fait un repérage la semaine dernière du parcours et aujourd'hui on a invité tous les participants du Monaco Run Club à venir et à faire cette course qui est gratuite, super parce qu'on court un peu sur le dur, un peu sur le sable, donc je pense que tout le monde est content. Et côté performance, l'AS Monaco Athlétisme s'impose à domicile. Nathan Girardin, premier junior en 23 minutes et 11 secondes, suivi de Nicolas Toscan, premier master, 23 minutes et 13 secondes. Je fais depuis tout petit, mais c'est la première fois que je finis premier. J'ai essayé de le suivre presque toute la course. À un moment, il a accéléré à Maretera et j'ai réussi à le suivre et le semer dans le sable. Et il n'a pas réussi à tenir. Un moment de convivialité et de sport, fidèle à l'esprit du Cross du Larvoto qui continue d'écrire son histoire depuis près d'un demi-siècle. Un film à découvrir au Théâtre des Variétés. Dans une ambiance cocooning, c'est l'automne. L'arbre de l'authenticité réalisé par l'artiste congolais Samy Balogi est diffusé à 19 h mardi prochain, le 4 novembre. L'œuvre retrace la destruction écologique amorcée pendant la colonisation belge, comme l'explique le directeur de l'Institut audiovisuel Vincent Vatrican dans cette interview menée par Fabien Bonnia. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. L'arbre de l'authenticité, c'est un film très récent, vraiment très récent, il est de 2025. Qu'est-ce que ce film? Comment est-ce que l'on peut le définir? C'est un film même qui n'est pas sorti en salle. D'accord. Donc on en a presque une exclusivité en fait. Une forme d'exclusivité. Il a été présenté dans quelques festivals de documentaires, mais pas sorti encore sur les écrans français. Alors c'est un film qu'on a choisi avec le nouveau musée national de Monaco. Oui, c'est le partenariat annuel que nous avons avec le musée. Je dois te dire même que c'est le nouveau musée Benjamin Laugier qui m'a soufflé cette idée. Je ne connaissais pas ce film de Samy Balogi, L'arbre de l'authenticité, que j'ai donc découvert pour l'occasion, qui est un film à plusieurs voix. Ça se déroule déjà en RDC? Alors, ça se déroule dans la République démocratique du Congo, en effet, dont Balogi est natif. Il est né à Lubumbashi, dans la province de Katanga. Et
il s'intéresse depuis toujours à l'histoire de son pays et notamment au fait que son pays, encore tout récemment, qui est riche en minerais, travaille à l'exploitation de ses sources pour l'Occident. Donc, quelque part, perpétuant une forme de colonisation qui a existé la moitié du XXe siècle au Congo. Mais qu'est-ce que c'est justement? C'est un film d'art et d'essai, c'est un documentaire, c'est un docu-fiction? C'est un documentaire-essai, donc il y a quand même une base très documentaire. Les gens vont apprendre plein de choses. Hein. Je reconnais moi-même avoir appris plein de choses sur la situation coloniale de ce pays jusqu'à ce qu'il puisse, en 1960, s'émanciper de la colonisation belge et devenir un pays autonome. D'un point de vue même scientifique, on apprend plein de choses sur... Ou est-ce que le réalisateur est scientifique aussi? Oui, le réalisateur tout à fait. Est scientifique. Il a plusieurs casquettes, plusieurs formations. Donc le film, de ce point de vue-là, est un film... le cinéma a aussi cette fonction-là de nous apprendre des choses. Et puis, en effet, il y a une dimension plus plastique qui est là. Il y a notamment le film est ponctué de beaucoup de plans majestueux de cette forêt réalisée en drone. Oui, c'est une ode à la nature, en fait. Voilà, clairement. Donc c'est presque un film qu'il faudrait présenter en collaboration avec la Fondation Albert II, puisque voilà, c'est un film d'une actualité toute brûlante. Et qu'est-ce que ce film a de particulier, d'intéressant? Vous l'avez développé tout au long, mais c'est ma fameuse dernière question. Pourquoi faudrait-il aller voir ce film finalement? Pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire que c'est un film qui montre aussi que le cinéma est un médium en prise avec l'actualité. Donc on ne peut pas faire plus actuel qu'un récit qui tire la sonnette d'alarme sur la déforestation, sur le bouleversement climatique, dont les données analysées depuis quelques années remontent à déjà quasi un siècle. Donc l'urgence est là. Il faut se préoccuper de la nature. Ouais. Il faut aller voir l'Arbre de l'authenticité. Et voir ce film magnifique. Merci Vincent. Merci Fabien. Ce journal est maintenant terminé. Merci pour votre fidélité. À suivre les prévisions météo de Théo Schumer. Ne manquez pas demain la sortie d'un nouveau podcast. Geneviève Berthy a reçu la légende de l'athlétisme français Marie-Josée Pérec en marge de sa venue au Sportel Monaco. C'est Fabien Bonilla que vous retrouverez aux commandes de votre 19h ce lundi. Je vous souhaite une excellente soirée et un bon début de semaine sur Monaco Info.
Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, après la pluie, le beau temps, rien de mieux pour bien commencer la semaine. Début de journée donc au soleil demain, seuls quelques petits nuages sont attendus dans la matinée. L'après-midi devrait même laisser place à quelques éclaircies. En tout cas, pas de pluie à l'horizon, mais toutefois un peu de vent à noter. Pour ce qui est des températures, elles seront de saison. Prévoyez 15 degrés le matin et jusqu'à 21 degrés au plus fort de la journée, c'est pas mal. Demain, 3 novembre, nous souhaiterons une bonne fête à nos amis les Uber. Et puis, ce sera la journée mondiale de la gentillesse. Allez, petite citation, ça fait pas de mal. Comme dit le philosophe chinois Confucius, la gentillesse est le soleil dans le cœur de l'homme. Allez, soyez gentils, ne lésinez pas sur les mots doux envers votre entourage demain. Belle soirée avec nous et bon début de semaine à Monaco. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.